Ah là, c'est un morceau mystérieux. Oh, il y en a qui vont reconnaître au bout de quelques instants, vous allez voir. Oh, les anciens, les fans de Jimi Hendrix, de Janis Joplin et de 10 Years After. Emerson, Lake and Palmer. Toccata de l'album Brain Salad Surgery. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre là que je lis depuis longtemps, depuis quelques semaines, parce que c'est un livre assez complexe, qui s'appelle The Hidden Brain, le cerveau caché. Qu'est-ce que c'est que le cerveau caché ? Eh bien, notre ami Shankar Vedantam, qui est journaliste au Washington Post, a passé plusieurs années à étudier les résultats des dernières recherches en psychologie, en études sociologiques également, faites par de nombreux scientifiques qui essayent d'interpréter à quel point nos prises de décision et notre vie tout entière est influencée évidemment par nos décisions conscientes, mais également par un très grand nombre de décisions inconscientes. Et donc ces décisions inconscientes, Shankar Vedantam a décidé de les attribuer à ce qu'il appelle le cerveau caché. Bon, évidemment, ça n'est pas un cerveau qui est caché physiquement quelque part dans notre crâne, mais c'est une partie de notre raisonnement, une partie de notre système de prise de décision qui est complètement invisible, qui agit sans qu'on le sache. Et c'est ça sa caractéristique principale. Alors par exemple, à quel moment ce cerveau-là agit-il ? Un des moments les plus intéressants, en réalité, nous dit Shankar, c'est le moment où on tombe amoureux. Parce qu'il se trouve que notre cerveau caché, au moment où on tombe amoureux, il nous envoie un certain nombre d'endorphines, de choses qui sont des drogues naturelles qui nous permettent de ne pas voir les défauts de la personne dont on tombe amoureux, c'est-à-dire de l'idéaliser et de lui donner des qualités qu'elle-même, cette personne-là, ne se donnerait pas à elle-même. Et donc on est complètement halluciné, on voit la réalité d'une manière tout à fait différente. Alors vous allez me dire, bon, c'est dangereux ça, parce que ça peut amener à des fausses décisions, à des divorces, etc. Eh ben non, pas du tout. Il se trouve que les gens qui admettent justement que leur prise de décision est très irrationnelle, eh ben ce sont eux les plus heureux. Et ce sont eux qui finalement divorcent le moins et dont les relations tiennent le plus solidement. Bah oui, forcément, quand on voit pas les défauts de l'autre, c'est très pratique et finalement on l'aime beaucoup plus et on le supporte beaucoup plus facilement, hein ? Bon, alors ça c'est une des très nombreuses situations où notre cerveau caché nous fait faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas envie de faire. Bon. Mais qu'on fait quand même, et qu'on est très heureux de faire, parce que le cerveau caché, il est très utile. C'est lui en particulier qui nous permet de prendre des décisions instantanées dans des situations de danger, de stress, où la décision doit être prise instantanément. Alors, Shankar, dans son livre et dans ses interviews, donne l'exemple suivant. Quelqu'un est dans le désert, voit un arbre dans le désert, et il y a un serpent sous cet arbre. Aussitôt, son cerveau primitif, son cerveau caché, va associer l'idée d'un arbre à l'idée du serpent. Et donc dans le futur, et ça c'est le fruit de l'évolution de l'être humain, dans le futur cet individu va éviter les arbres. Parce que dans un raisonnement évolutionniste, c'est tout à fait logique. C'est beaucoup plus logique d'éviter tous les arbres au cas où il y a un serpent en dessous, plutôt que d'avoir la curiosité de venir voir les arbres de près et de prendre le risque de se faire mordre par un serpent et de mourir. Bon, donc le calcul du cerveau caché, il est très intéressant, il est très utile. Mais alors, là où ça devient un petit peu plus délicat et compliqué, c'est que ces instincts-là qui se mettent en place systématiquement pour tout un tas de choses, en particulier pour les réactions de groupe par rapport aux minorités, en particulier par rapport aux réactions de danger, par rapport à des situations inhabituelles qu'on identifie comme dangereuses. Ça pourrait expliquer pourquoi dans une interview récemment aux États-Unis, un des journalistes qui avait déclaré
moi quand je monte dans un avion et que je vois une personne en djellaba, j'ai peur. Et il s'est fait virer le mec parce qu'on a jugé que c'était des propos racistes. Bon, mais si on analyse ça, suivant les découvertes de la psychologie moderne et les études scientifiques qui ont été faites, notre cerveau primitif, il a tendance, comme avec l'histoire de l'arbre et du serpent, à associer des événements inhabituels, comme de monter dans un avion, avec un danger venant d'une minorité. C'est-à-dire que quand on va s'engager dans un événement inhabituel comme monter dans un avion par exemple pour la plupart des gens et qu'en plus on voit un membre d'une minorité qui peut potentiellement être dangereux, on va voir tout à l'heure que c'est pas du tout le cas mais bon, les deux s'associent et il y a une émotion de peur. C'est extraordinaire, mais il faudrait qu'on arrive à comprendre que ce ne sont pas des réactions de racisme superficiel, que ce ne sont pas des réactions conscientes, mais que ce sont au contraire des réactions instinctives dont nous sommes victimes si nous n'en prenons pas conscience. Vous comprenez? Bon, c'est un petit peu compliqué, mais... Je vais arrêter là parce qu'il y a tellement d'autres choses à dire sur ce sujet-là. Mais réfléchissons tous à ces moments où nous réagissons instinctivement. Les mouvements de groupe où nous avons peur parce que tout le monde a peur. Les mouvements de foule où nous suivons une foule parce que tout le monde va dans la même direction. Les mouvements de panique où nous avons envie de sortir d'une situation où nous sommes enfermés et où nous sommes prêts à piétiner des gens pour pouvoir en sortir pour notre survie. Tout ça, ce sont des réactions du cerveau caché, du cerveau instinctif. Et plus on en prendra conscience, plus on en sera averti, plus ce sera aisé de comprendre, de les comprendre, et par conséquent, de lutter contre, peut-être. À bientôt. Ciao, ciao.